Oui, excusez-moi. Bonjour tout le monde. Donc ce soir, je vais aborder avec vous la convergence hacking et activiste. Donc ça donne le mot hacktivisme. Alors, oui, et voilà. Donc, voilà. Oui, ok. Donc, comme vous tous dans la salle, moi j'ai l'habitude d'utiliser toutes ces applications. J'ai l'habitude d'utiliser Google, j'ai l'habitude d'utiliser Facebook, j'ai l'habitude d'utiliser Twitter. Ce sont des applications très ergonomiques. Elles me libèrent beaucoup de temps. En même temps, je passe beaucoup de temps aussi dessus. C'est vrai que tout cela se fait finalement au prix d'un temps très long. Et ce temps n'est pas perdu pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que tout le temps que je passe sur ces applications va effectivement donner lieu à des traces. Et ces traces, quelque part, elles vont constituer mon profil. Et donc, moi, en tant qu'utilisateur, souvent, je suis très content de partager mon profil avec les uns et les autres, dans LinkedIn, dans un cadre professionnel, sur Facebook, dans un cadre personnel. Donc, dans une certaine mesure, je me sens libre, je trouve tout ça très sympathique, mais en même temps, c'est vrai que je ne me rends pas compte, quelque part, que je me retrouve enfermé dans un système où, au final, toute cette vie privée, toute cette vie personnelle est exploitée. Donc c'est vrai que j'ai repris l'image du château. En fait, tous ces systèmes, ils ont en commun le fait d'être dans une verticalité de rapport, à savoir que globalement, toutes mes allées et venues, tous mes contacts, toutes mes interactions avec les uns et avec les autres sont stockés, sont collectés et sont valorisés. Donc sont valorisés soit sous la forme d'une revente, soit valorisés sous la forme d'une location. Mais dans tous les cas, toutes mes données personnelles sont, je dirais, exploitées. Donc, dans l'absolu, vous allez me dire que cela n'a pas beaucoup d'importance. Le problème est qu'entre-temps, il y a eu 2001, il y a eu le 11 septembre. Entre-temps, il y a eu l'explosion de ces réseaux sociaux. Et entre-temps, en fait, cette surveillance qui était purement commerciale est devenue une surveillance plutôt politique, dans la mesure où, comme dirait Obama, soit c'est le chaos et effectivement on a à nouveau le marathon de Boston, soit effectivement c'est la surveillance et c'est le Big Brother et donc c'est la NSA. Donc c'est vrai que dans ce cadre-là, on bascule finalement d'un monde relativement enchanté à un monde beaucoup moins enchanté. Et nous, en tant qu'utilisateurs, on s'est dit de toute façon, on n'a pas vraiment le choix, puisque quelle est l'alternative pour nous ? Donc l'idée ce soir, c'est justement de vous faire basculer dans un autre monde. Il existe effectivement un autre monde qui vit très bien sa vie en parallèle de celui-là. Et donc l'idée ce soir, c'est de vous faire découvrir ce nouveau monde. Donc pour ce faire, je vais vous replonger un petit peu dans de l'histoire. Je vais vous faire basculer dans cet autre monde. Donc, pour effectivement être relativement synthétique, j'ai repris les acteurs principaux et les événements principaux. Je les ai positionnés sur cette timeline et j'ai organisé donc l'espace de cette manière. Sur la bande supérieure, vous allez retrouver tout le milieu hacker. Sur la bande centrale, vous allez retrouver tout ce qui est activisme politique. Et donc, concrètement, qu'est-ce que c'est le hacking ? Le hacking, initialement, c'est juste le fait de trouver de nouveaux usages ou des usages finalement non pensés soit par le concepteur, soit par le producteur, soit par le revendeur. Et donc, typiquement, si je prends l'exemple d'une chaise, cette chaise, je peux l'utiliser certes pour m'asseoir, mais ça, c'est ce qui était prévu au démarrage. Je peux l'utiliser pour bloquer une porte. Je peux l'utiliser pour faire une cabane pour mes enfants. Je peux l'utiliser pour y mettre mon chat. Je peux l'utiliser pour un certain nombre d'autres usages. Donc ça, c'est la base du hacking. Le hacking, c'est pas forcément en lien directement avec l'informatique. C'est dans la vie de tous les jours, vous allez trouver du hacking. Le hacking, c'est un état d'esprit. C'est un mindset. Ce mindset-là, là où effectivement il prend sa puissance, c'est quand il est couplé avec une vision politique alternative. Cette vision politique alternative, elle est née aux États-Unis dans les années 60. Donc on est dans effectivement un refus de la verticalité du rapport
finalement avec la bureaucratie et l'État. Donc je reviens à cette image du château. C'est vrai que globalement, les hacktivistes, depuis l'origine, ils sont contre ce système de verticalité. Eux, ce qu'ils recherchent, c'est l'horizontalité des rapports. Le deuxième point important, c'est que donc, au fur et à mesure des années, ce phénomène de hacking donc, a touché l'informatique. Et donc, au sein de l'informatique, concrètement, comment ça se passe? La définition que je vous ai donnée est toujours valable. En fait, un hacker, c'est quelqu'un qui va aller sur votre site. Donc, dans la salle, il y a peut-être des gens qui ont des sites WordPress, par exemple. Si vous le faites pirater, le hacker, lui, son objectif, c'est qu'il va trouver de nouveaux usages à votre site. Donc, dans les usages, ça va être, par exemple, stocker des ressources plus ou moins légales. Ça peut être aussi simplement utiliser votre site pour attaquer d'autres sites. Donc il a trouvé de nouveaux usages, une nouvelle utilisation de ce que vous pensiez initialement comme étant simplement une plaquette pour effectivement communiquer sur vos prestations. Donc si on est dans ce rapport-là, on voit que le hacking finalement, vous, même sans être expert en informatique, vous pouvez commencer à vous l'approprier. Si je le couple à l'activisme politique. Donc, qu'est-ce que c'est l'activisme politique? L'activisme politique alternatif, c'est, comme je disais, introduire de l'horizontalité dans la société et échapper à la société de surveillance. Ça, c'est vraiment les fondamentaux communs à l'ensemble des activistes. Ce qui va se passer, c'est que finalement, les activistes, ils commencent dès 1984 à proposer des alternatives. La technologie n'est toujours pas là, mais le mindset commence déjà à être là. Et donc, je vais simplement reprendre un proverbe africain qui dit que lorsque l'arbre tombe, cela fait toujours moins de bruit que lorsque la forêt pousse. Et c'est vrai que dans cette salle, je suis persuadé que les grands événements d'arbres qui tombent, vous les connaissez tous. Par contre, la forêt qui pousse, bon, globalement, je pense que vous êtes peut-être moins sensibilisés à ça. Donc là, l'idée, c'est peut-être de parcourir assez rapidement les arbres qui tombent, parce que globalement, je pense que vous les connaissez. Et par contre, de voir ensemble, effectivement, qu'est-ce que peut vous apporter, finalement, la forêt qui pousse. Donc, dans les arbres qui tombent, un événement que vous avez tous en tête, c'est effectivement le fameux sommet, le premier grand sommet aux États-Unis de l'OMC, 1999, Seattle. On est quasiment dans de la guerre civile. Donc on a des activistes, là, des activistes classiques. Ces activistes classiques, ils ont une particularité, c'est que pour la première fois, ils vont hacker à deux niveaux. Ils vont hacker le système médiatique, ils vont créer leur propre agence de presse, Indymedia. L'idée étant de couvrir, d'avoir une vraie agence de presse, donc de pouvoir envoyer, émettre des images, des sons et des récits, Indymedia. Et en parallèle de ça, vous allez retrouver le hacking, je dirais, informatique. Hacking informatique qui va se manifester par la volonté de représenter digitalement ce qu'il se passe sur le terrain. Donc, sur le terrain, concrètement, ils vont occuper les artères principales de Seattle et le but du jeu, c'est de bloquer tout Seattle. Donc, ça va donner lieu à un certain nombre de violences de part et d'autre, clairement. Digitalement, comment ça va se manifester? En fait, ils se sont rapprochés d'un groupe anglais qui s'appelle les Electro-Hippies. Et les Electro-Hippies, ils ont une particularité, c'est qu'en Angleterre, ils ont inventé l'équivalent du sitting en version électronique, à savoir les attaques DDoS. Donc, qu'est-ce que c'est une attaque DDoS? Une attaque DDoS, en fait, c'est ni plus ni moins. Si je prends la porte qui est là-bas, admettons que dans cette salle, vous souhaitiez sortir de cette salle, j'aurais pu très bien, d'un seul coup de baguette magique, recruter 1000 personnes qui vous empêchent finalement de sortir, et c'est ces 1000 personnes qui vont sortir de cette salle. Et pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas sortir de cette salle. Donc l'attaque DDoS, c'est exactement ça, c'est empêcher qu'un site normal fonctionne. Si le site normal, il attend 1000 personnes, vous allez venir à 10 000, et vous allez empêcher les utilisateurs légitimes de venir. Donc, concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont mener ce genre d'attaque sur le site du FMI, sur le site de l'OMC, sur le site de la Banque mondiale. Là, on est vraiment, on va dire, 1999, c'est la date de naissance officielle du activisme tel qu'on va le connaître par la suite. Ça, c'est le premier grand arbre qui tombe. Le deuxième grand arbre qui tombe, globalement, vous l'avez tous en tête, ça va correspondre donc
aux différentes révolutions dans les pays arabes, le printemps arabe. Et donc, on va se situer dans la zone de 2010-2011. Donc, à ce niveau-là, va commencer un mouvement où, justement, certains pays arabes ayant bridé l'Internet, ayant quelque part, je dirais, empêché l'accès à Internet, vont se retrouver finalement en ligne de mire de groupes comme Anonymous, dont on parlera tout à l'heure. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'objectivement parlant, les révoltes populaires sur le terrain vont être soutenues digitalement par des groupes, dont Anonymous, pour effectivement restreindre, je dirais, les accès gouvernementaux. Donc typiquement, ils vont attaquer les sites gouvernementaux et en parallèle, donc ça c'est d'autres groupes comme Telecomix, ils vont déployer à l'échelle du pays des infrastructures, je dirais, alternatives. Donc dans ce cadre-là, effectivement, on est vraiment dans, je dirais, du activisme de soutien, de support, comme ça a pu l'être ici, mais il ne faut pas oublier que le activisme, à la base, ça reste une action sur le terrain. Le support digital n'est là qu'en support. Donc, globalement, les dates à retenir, ce sont celles-là, 1999, 2010, 2011. Donc, ça, c'est effectivement les arbres qui tombent. Pour ce qui concerne la forêt qui pousse, donc la forêt qui pousse, c'est justement tous les modèles alternatifs qui ne sont pas agressifs. C'est tous les modèles alternatifs qui permettent de construire, entre guillemets, différemment notre société, d'avoir une société plus horizontale. Donc là, on va retrouver effectivement notre ami le buffle. Donc en fait, ça correspond à la création de la licence open source. La création de la licence open source, c'est ni plus ni moins que la manière de commercialiser des choses autrement que ce qu'on connaissait avant. Avant, grosso modo, quand je commercialise, il n'y avait pas 36 solutions. Soit, entre guillemets, j'abandonne mes droits et ça passe dans le domaine libre. Et dans ce cas-là, je n'ai aucune paternité, tout le monde peut l'utiliser. Il n'y a aucune possibilité de remonter au créateur de l'œuvre. Deuxième possibilité, la propriété privée classique, propriété intellectuelle classique, dans le cadre d'une licence. Donc c'était à peu près les deux seules possibilités. La troisième possibilité, effectivement, qui est ouverte grâce à l'open source, c'est de dire, au final, vous allez avoir la possibilité de créer des objets ou des logiciels et vous allez pouvoir retransmettre le droit de le modifier et de le redistribuer. Donc c'est vrai que ça, c'est une révolution fondamentale de mindset puisque finalement, on passe sur autre chose. À cela, on va rajouter tout ce qui est cryptage. Donc c'est vrai que le cryptage, c'est la garantie de la vie privée, c'est la garantie effectivement de pouvoir échanger les uns avec les autres sans effectivement qu'on soit importuné. Donc il ne faut pas oublier que c'est apparu à un moment, 1990, un peu tôt, donc les premiers qui ont fait ça, ils ont été inquiétés parce qu'à l'époque c'était considéré comme une arme, aux États-Unis comme en France. Il faut savoir que l'industrie du e-commerce, effectivement, était très intéressée par ça pour pouvoir relancer le e-commerce. C'est-à-dire que sans cryptage, il n'y a pas de e-commerce. Vous pouvez faire de transactions, vous ne pouvez pas faire vos transactions avec votre carte bancaire, notamment. Donc, vous voyez qu'il y a toujours une interaction assez étroite, et j'attire votre attention sur cette forêt qui pousse, qui, quelque part, ce sont les précurseurs, sont les pionniers des futures tendances. Donc, vous, dans la salle, qui est peut-être en recherche d'idées pour créer, pour innover, effectivement, je vous invite réellement à vous inscrire dans ces mouvements-là. Donc, il y a énormément de choses. Chaque chose pourrait prendre 1 heure à elle entière, à elle toute seule. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est pour vous simplifier la vie, c'est que j'ai essayé de vous regrouper tout ça en 2 grandes familles. Donc, la famille des mauvais garçons, la famille des gendres parfaits. Donc, qu'est-ce qui nous apporte les uns et les autres ? La famille des mauvais garçons, eux, ce qu'ils nous apportent, c'est quelque part la liberté d'expression au sens, je dirais, quasiment caricatural, puisque Wikileaks a permis de sortir des histoires qui, si je reprends effectivement ma timeline passée, par exemple, M. William Binet qui est là, ce qu'il voulait sortir dans la presse à l'époque et qui a été censuré directement par le New York Times, c'est exactement les mêmes faits que ce que va ressortir Edward Snowden presque une dizaine d'années plus tard. Pourquoi c'est sorti avec Edward Snowden ? Tout simplement parce qu'une fois que l'information elle a été libérée, elle est stockée à l'extérieur et de toute façon, vous ne pourrez plus l'arrêter. Ce qui n'était pas le cas au début des années 2000. Donc, quelque part, effectivement,
on a ce côté libertaire. On a effectivement une force de frappe pour effectivement être une alternative en termes de moyens de communication. On leur doit effectivement tout ce qui est cryptage. Tout ce qui est cryptage, globalement, les avancées du cryptage pour nous, les civils, effectivement, c'est essentiellement grâce à eux. C'est eux, effectivement, qui ont lancé tous ces mouvements-là. On va retrouver les monnaies alternatives. Si vous voulez être libre, je parlais de verticalité, vous voulez être libre par rapport à la société, il ne faut pas qu'on puisse tracer vos transactions. Donc c'est effectivement eux, dès les années 80, ils ont commencé à réfléchir à des moyens, alors que techniquement, on ne pouvait pas le faire, mais ils ont déjà pensé effectivement à des moyens de le faire. Donc au niveau des mauvais garçons, il y a un certain nombre de choses effectivement dont on peut s'inspirer, qui sont assez, je dirais, remuantes. Pour ce qui concerne la famille des gendres parfaits, là effectivement, on est dans le politiquement correct. On va retrouver tout l'aspect, je dirais, juridique alternatif, donc toutes les licences open source à notre disposition. On va retrouver au niveau des manières d'apprendre, au niveau des manières de former, vous allez retrouver donc Wikipédia, première encyclopédie du monde, Moodle qui est utilisé dans toutes les... Par exemple, en France, c'est 95% des universités utilisent Moodle, la Khan Academy, le support, c'est-à-dire la partie informatique, le contenu, c'est-à-dire que tous les cours qui sont dedans, et donc sont libres. En fait, vous pouvez tout télécharger, il n'y a aucun problème particulier. Et l'accès même est libre, puisqu'effectivement, YouTube leur a donné un accès complètement libre à l'hébergement de toutes ces datas. Il y a également, chez nos amis les gendres parfaits, donc vous allez retrouver des moyens de produire différents, alternatifs, donc via GitHub et les Fab Labs. Les Fab Labs, c'est pour produire des objets. GitHub, c'est plutôt pour produire du logiciel. Et enfin, vous allez retrouver donc des logiciels alternatifs comme WordPress ou Linux, qui effectivement équipent la majorité des sites de communication classiques, je dirais. Voilà. Donc pour terminer, ce que je vous incite à faire, c'est si vous organisez un hackathon dans votre organisation, n'hésitez surtout pas à ne pas prendre que des gendres parfaits. Si vous prenez que des gendres parfaits, vous n'allez pas secouer l'arbre. Globalement, ils vont vous dire que voilà, ils vont être très polis, tout va être le mieux dans le meilleur des mondes, et puis finalement, vous n'allez pas pouvoir arriver à de la disruption. Si vous voulez arriver à de la disruption, il vous faut quelques mauvais garçons dans l'histoire, histoire de bien un peu vous secouer, de vous mettre un peu sous tension, de secouer un peu les collaborateurs, et de permettre effectivement de voir émerger des pistes que vous n'auriez jamais envisagées. Et à ce moment-là, effectivement, votre hackathon va peut-être être plus, je dirais, successful. Voilà, le temps passe très très vite. Au sein d'InnoSherge, donc, on peut vous aider justement à sortir des rails sans véritablement prendre le mur, mais en tout cas, on peut vous aider justement à faire cette hybridation entre les mauvais garçons et les gendres parfaits. Je vous remercie. Bonne journée.